Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'analyse fondamentale d'action sur une stratégie fort dividende. Cette analyse fondamentale va se faire selon les 8 critères qui sont ici sur la gauche et on va remplir le tableau avec la validation des critères qui se trouvent ici en haut à droite. Mais tout d'abord, quelques rappels sur cette stratégie fort dividende. Vous devez vous définir vos objectifs. Soit votre objectif est d'avoir une rente, des revenus réguliers, de l'argent que vous pouvez dépenser, sortir du coup des investissements, et tout cela sans vendre d'actions. Soit vous voulez pouvoir réinvestir sans vendre, et donc du coup vous n'avez toujours pas vendu d'actions, mais vous avez de l'argent qui arrive régulièrement et vous pouvez réinvestir pour faire augmenter votre capital investi. Mais attention, il y a des gros points d'attention sur cette stratégie. En effet, il faut faire attention à la performance et au cours de bourse de l'action. C'est-à-dire qu'il faut bien analyser l'action sur laquelle vous mettez votre argent, puisque si votre cours de bourse, votre performance n'arrête pas de diminuer année après année, c'est votre capital qui se réduit, même si ce sont des moins-values latentes, c'est votre capital qui est réduit au fur et à mesure. Et en plus de ça, les dividendes, les rendements annoncés quand ils sont annoncés en fort dividende, c'est sur le prix de l'action Axel, donc sur le cours de bourse. Donc si votre cours de bourse a diminué de 50%, donc de la moitié, eh bien votre fort dividende a lui aussi été divisé par 2 et donc vous perdez la moitié de ce dividende. Donc c'est pas très intéressant à ce niveau-là. Donc attention à ce premier truc. Deuxième point d'attention, la pérennité de ce dividende. Et oui, vous mettez de l'argent sur une société pour avoir un fort dividende, mais il faut s'assurer que la société ne va pas péricliter ou qu'elle ne va pas arrêter son dividende. Donc, on ne peut pas en être sûr à 100%, mais il faut faire attention à cette pérennité du dividende, puisque si vous comptez dessus et que vous ne l'avez pas, eh bien vous avez perdu cet apport-là. En tout cas, ça ne peut plus rentrer dans votre stratégie fort dividende. Et le troisième point, c'est la capacité de distribution de la société, donc tout ce que l'on voit notamment avec le ratio de distribution, pour s'assurer qu'effectivement la société garde de l'argent tout de même pour réinvestir un minimum, pour ne pas avoir à couper son dividende justement, ou pour ne pas être complètement surendetté à terme. Une fois avoir défini les objectifs et les points d'attention, et bien après vous avez plein de choix à faire dans votre stratégie, qui sont des choix stratégiques à définir. Est-ce que vous faites une stratégie en DCA? Comment exactement à définir ce DCA, mais ce dollar cost averaging, donc de l'argent à mettre au fur et à mesure, tous les mois, toutes les semaines, est-ce que c'est le même montant, pas le même montant, etc. Tout ça, c'est à définir par vous, pour faire grossir votre capital, ou est-ce qu'à un moment donné, vous arrêtez de faire grossir votre capital? Ça aussi, c'est à définir. Le timing d'entrée, puisque vous pouvez faire du dollar cost averaging sur votre compte global, mais vous pouvez définir un peu les timings d'entrée sur les valeurs, c'est-à-dire que si vous avez par exemple une dizaine de valeurs, eh bien vous n'êtes pas obligé de rentrer à chaque fois tous les mois sur toutes les valeurs. Vous pouvez définir par exemple celles qui ont le plus baissé, ou vous pouvez prendre aussi par exemple les tendances qui sont à la hausse en ce moment. Tout ça, c'est à définir au niveau du timing d'entrée sur les actions, ou si vous vous intéressez pas à ça et que vous mettez peu importe le moment, tout ça c'est à définir. La durée d'investissement aussi est à définir, c'est-à-dire que est-ce que vous faites à vive éternelle sur l'action, peu importe ce qui se passe, est-ce que vous avez des critères de sortie, donc ça va avec les critères d'achat et de vente, bien sûr, est-ce que vous avez des critères de sortie que vous définissez? Tout cela, c'est vraiment à définir. Qu'est-ce qui vous fait rentrer dans une action? Qu'est-ce qui vous en fait sortir? Est-ce que c'est à vive éternelle, comme je l'ai dit, ou est-ce que il y a vraiment des critères à définir? L'enveloppe fiscale aussi, le PEA, le CTO, puisque le PEA peut être très intéressant sur des forts dividendes, notamment avec les actions françaises, puisque vous ne payez pas ni la taxe du pays, puisque c'est sur PEA, ni la taxe sur les revenus. Et côté CTO, eh bien ça vous donne accès à plus d'entreprises, notamment du côté des États-Unis. Et enfin, bien faire attention à la sélection d'actions et d'ETF, à vos critères. Moi, je vous en propose 8 à chaque fois, mais à vous de faire vos analyses, de compléter au moins les analyses par rapport à celles que je vous donne pour aller faire cette sélection d'actions et d'ETF. Pour trouver les actions du jour, nous reprenons notre liste des composants de l'indice SBF 120 avec le tri par les forts rendements. Nous avons vu déjà dans la première vidéo tout ce qui est Coface, Nexity et Stellantis. Nous avons vu dans notre deuxième vidéo ALD Automotive, Eutelsat et ICAD. Nous avons éliminé Mercialis et Clépierre car les résultats ne sont pas croissants actuellement et ne le deviendront pas à court terme. Crédit Agricole, nous le verrons plus tard. Et aujourd'hui, la vidéo va concerner
Score, Amundi et M6 Métropole. Et donc commençons par l'entreprise Score. Score, c'est une société de réassurance de niveau 1 qui est basée à Paris. C'est l'un des principaux réassureurs mondiaux et c'est bien sûr un assureur qui est coté, les actions en tout cas sont cotées sur Euronext Paris. La création de cette société, elle date de 1970, c'est donc il y a bien longtemps, et les effectifs en 2019 ont été de plus de 3000 personnes. Un peu plus de détails sur ce réassureur français, avec les primes émises brutes par activité qui se répartissent comme suit. La réassurance vie pour plus de 50% de son chiffre d'affaires et la réassurance non-vie pour un peu moins de 50% et en tout cas tout le reste des activités. Dans cette réassurance non-vie, on retrouve les réassurances dommages pour près des 3/4, des primes brutes, vous voyez, couverture des dommages aux biens industriels et commerciaux, aux véhicules, aux navires, aux marchandises stockées et transportées, la couverture des pertes causées par des incendies, la couverture de responsabilité civile. Et dans cette réassurance non-vie, on a aussi tout ce qui est réassurance de spécialité, avec le reste du marché, le quart du marché qui reste, avec ici la couverture des risques dans les domaines de l'agriculture, de l'aviation, de la construction et du crédit caution. Au niveau de la répartition géographique des primes émises brutes, ainsi que c'est fait cette répartition, c'est un peu plus d'un tiers du côté de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique, les Amériques pour 45% et l'Asie-Pacifique pour 18,7%. Les activités sont, elles, certes relativement concentrées, même si on voit ici beaucoup de diversité à l'intérieur de ces activités qui paraissent plus ou moins concentrées sur la réassurance, mais par contre au niveau de la répartition géographique, et bien là c'est bien réparti dans le monde. Et pour ce gros réassureur français, premier réassureur français bien implanté depuis 1970, nous pouvons mettre du vert côté business. Comme d'habitude, bien entendu, tout est disponible sur le site pour en savoir plus à propos de Score. Le deuxième critère, la capitalisation boursière est de 4,33 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation boursière du SBF 120. Pas de souci là-dessus, nous pouvons mettre du vert. Le troisième critère concerne le résultat net en jaune sur le graphique ci-dessus. Alors, tous les chiffres sont un peu petits, mais on voit une tendance un peu haussière, comme sur le chiffre d'affaires qui est en vert, où là ça se voit beaucoup plus. Mais effectivement, la tendance est haussière, puisque vous voyez qu'on passe de 286 millions de bénéfices en 2017 à 422 en 2019 à 456 en 2021. Donc globalement c'est haussier, c'est pas complètement haussier puisque vous voyez que 2020 par exemple est inférieur à 2019, on passe de 422 à 234 millions d'euros de chiffre d'affaires. Du coup c'est une tendance croissante mais pas complètement croissante, c'est donc un critère que nous mettons en vert clair. Et il est à noter que, eh bien, avec les estimations, c'est un critère qui risque de rester en vert clair, ce qui est très positif pour la société Score. En tout cas, sachez que ça risque de rester dans cette tendance plutôt croissante au niveau du chiffre d'affaires et du résultat net. Le critère du cours de bourse, de l'évolution du cours de bourse sur 5 ans, eh bien là, c'est beaucoup moins glorieux, avec près de 31% de baisse sur 5 ans. C'est donc supérieur à 5% par an de baisse, c'est quelque chose que nous mettons en rouge. Et vérifions sur 3 ans, nous étions encore plus haut, donc nous avons une baisse encore plus importante, 34,54% de baisse sur 3 ans, bien plus de 5% par an. Ce critère est donc mis en rouge. Le PER ou Price Earning Ratio ici, l'indice de cherté, est indiqué ici à 10,47. C'est donc un critère qui se trouve dans la zone qui va de 10 à 17. C'est une zone très correcte au niveau du prix, peu cher. Et il est en plus dans le bas de cette zone. Il est donc dans cette zone que nous mettons en vert clair pour ce critère. Allons voir l'évolution du dividende, et vous voyez l'évolution du dividende année après année avec une coupure en 2020 à noter. Ce dividende n'a pas été augmenté entre 2021 et 2022, et par contre par rapport à 2018, si nous prenons sur les 5 dernières années, là il est augmenté puisqu'il passe de 1,8 € par action à 1,65 précédemment. C'est croissant mais pas complètement croissant puisque ça a été coupé en 2020 et ça n'augmente pas entre 2021 et 2022, même 2022 avec l'inflation c'est comme si au niveau valeur vous touchez moins. Néanmoins sur 5 ans c'est globalement haussier, même si c'est pas strictement haussier, et donc un critère en vert clair.
Le rendement annualisé, vous le voyez indiqué ici à 7,42%. Là, c'est bien une action dans une stratégie à fort dividende, un rendement bien supérieur à 3%, un rendement que nous mettons donc en vert. Et pour finir, le ratio de distribution sur le graphique de gauche ici, la distribution sur le résultat net, eh bien vous voyez que sur les 5 dernières années, donc on n'a pas encore 2022, donc on prend 2017 à 2021 ici, même si pour 2022 probablement que ça sera un peu comme 2021, eh bien nous voyons qu'en 2017 c'était pas terrible puisque l'entreprise était à plus de 100% et du coup n'hésitez pas à puiser dans ses réserves à s'endetter pour verser son dividende. Néanmoins, c'est la seule année qui est vraiment complètement dans le rouge. 2018 est dans le rouge, mais quand même inférieur à 100%. Donc il n'y a pas de puisement dans les réserves ou d'endettement supplémentaire. Et par contre, la situation s'améliore en 2019, encore plus en 2020, puisque le dividende a été coupé. Donc là, c'est du 0%, c'est très bien pour la santé financière. Et les autres années, on voit que c'est plutôt une tendance dans les 70% qui semble revenir, ou peut-être que ça va rebaisser comme c'était le cas avant. Dans tous les cas, du coup, nous avons du rouge, du vert, du rouge, du vert et du jaune ici. La tendance est quand même un peu très orangée puisqu'on a du rouge qui pour l'instant n'est pas complètement compensé, mais probablement que cette tendance orangée va au moins tendre vers du jaune, c'est à noter. Nous allons quand même la mettre en orange pour l'instant. La société suivante, il s'agit de Amundi, qui est une société de gestion française avec plus de 2 milliards d'euros d'encours gérés à fin 2021. Elle se classe première place des entreprises de gestion d'actifs en Europe et parmi les principaux acteurs mondiaux dans ce secteur. Elle a été créée en janvier 2010, comme vous le voyez ici, et elle est issue de la fusion entre les activités de gestion d'actifs du Crédit Agricole et la Société Générale. Donc elle vient des deux financières du CAC 40 pour créer cela. D'un point de vue juridique, Amundi possède Amundi Asset Management, ainsi que plusieurs filiales dans l'univers de la gestion d'actifs, notamment, vous voyez, CPR Asset Management ici, ou BFT Investment Manager en France. Et vous voyez qu'en 2017, le groupe, il a même racheté Pioneer Investment, qui est une filiale d'actifs d'Unicredit. Et en 2021, plus récemment, Amundi, vous en avez peut-être entendu parler, a racheté Lyxor Asset Management, qui était une autre filiale, puisqu'elle aussi était issue, une autre filiale de la Société Générale. Au niveau des activités, elles sont multiples dans le domaine de la gestion des actifs. L'entreprise est notamment présente dans le domaine de la gestion active via une gamme d'OPCVM, donc gestion d'actifs, gestion obligataire, gestion diversifiée, gestion de produits structurés et gestion de trésorerie, dans tous ces OPCVM. Dans le domaine de la gestion passive en étant émetteur d'ETF, donc bien sûr vous allez retrouver des ETF Amundi. C'est aussi un gestionnaire de fonds indiciels, donc tout ce qui va être avec ces ETF, cette gestion passive. La société est également présente sur le segment des investissements d'actifs réels et alternatifs, ce qui comprend les biens immobiliers, le capital investissement notamment. Son offre s'adresse aux investisseurs particuliers, mais aussi aux investisseurs institutionnels, tout ça sous la forme de fonds d'investissement, de mandats de gestion. Et auprès du grand public, Amundi est principalement connu pour ses activités dans le domaine de l'épargne salariale. Donc tout ce qui est PER, PE par exemple. Plan épargne entreprise. Cette entreprise, justement, Amundi, elle dispose également d'un pôle de recherche et d'analyse qui réalise des publications régulièrement au sujet de la conjoncture économique mondiale et de l'évolution des marchés boursiers. Ce groupe Amundi, il possède des bureaux dans plusieurs pays du monde, donc ça c'est sa répartition géographique, notamment en Europe, en Asie, aux États-Unis, et estime compter depuis sa création plus de 100 millions de clients particuliers et institutionnels dans le monde. Vous comprenez que la création, elle est issue de sociétés bien... La création, même si elle est relativement récente, entre guillemets, une décennie, eh bien, c'est issu quand même de sociétés du CAC 40 financières qui sont là depuis bien longtemps. La société, comme vous l'avez vu au niveau des activités, il y en a énormément et bien diversifié. C'est bien diversifié également dans le monde. Les effectifs pour Amundi, vous les voyez ici, 4000 salariés et 4500 salariés, dont un peu moins de la moitié en France en 2020. Tout cela pour dire que cette société va bien
et que du coup nous pouvons mettre du vert côté business. Vous voyez ici, à fin 2021, le type de clientèle avec la répartition qui est indiquée entre clients institutionnels, les distributeurs tiers et les assureurs. Et bien sûr, vous pouvez encore aller voir toutes leurs solutions et différentes choses sur leur site internet, puisqu'il y a tout pour aller voir dans le détail. Passons aux critères de la capitalisation boursière. Avec 10,99 milliards d'euros, c'est une très grosse capitalisation boursière du SBF 120 du côté de Amundi, et ce critère, nous pourrons le mettre donc en vert. Le troisième critère concerne le résultat net, en hausse sur ce graphique, cela se voit à l'œil nu, ça suit un peu la même tendance que le chiffre d'affaires qui est en vert. La hausse, on voit qu'elle est globale, mais pas complètement stricte, puisque en 2020, ça se voit à l'œil nu, nous passons de 959 millions d'euros de bénéfices et nous descendons à 909 millions d'euros de bénéfices. Sur les estimations des années à venir, eh bien, la tendance relativement croissante devrait continuer, où nous devrions osciller entre quelque chose qui passe dans notre zone en vert clair et dans notre zone en jaune. Donc tout cela est plutôt positif. Dans tous les cas, pour l'instant, c'est du vert clair pour ce critère. Le cours de bourse, là, il est un peu moins positif. Vous voyez près de 14% de baisse sur 5 ans. Vérifions sur 3 ans ce que cela donne. Nous nous retrouvons ici fin mai, et du coup, là, nous avons encore 7,40% de baisse. Donc, que ça soit sur 3 ans ou que ça soit sur 5 ans, c'est en baisse, mais par contre en baisse qui est relativement légère, dans le sens où c'est moins de 5% par an, et donc du coup, nous pouvons mettre ce critère en orange, puisque c'est en baisse globalement, mais pas complètement en baisse. Passons au ratio cours sur bénéfice, avec 7,94, ce PER, cet indice de cherté qui est annoncé ici, avec quelque chose de moins de 8, c'est moins de 10, c'est donc dans notre zone qui est très peu chère, c'est donc un critère que nous mettons en vert pour cet indice de cherté. Passons côté dividendes, et vous voyez ici l'évolution des dividendes sur les dernières années. Nous regardons les 5 dernières années, et nous passons donc d'un dividende qui va de 2,5 € par action à un dividende de 4,1 € par action, donc c'est globalement croissant. Et au final, cela suit exactement la même croissance que le chiffre d'affaires ou que le bénéfice ici, puisqu'on voit une petite diminution ici, cette fois-ci en 2021, ça est bien entendu décalé d'un an par rapport aux résultats. Mais nous voyons la petite diminution. Un critère qui est donc croissant, mais pas strictement croissant, un nouveau critère en vert clair. Le rendement annualisé, il est affiché ici à 7,62%. C'est donc un rendement qui est très élevé, bien au-delà des 3%, une entreprise qui va bien dans cette stratégie à fort dividende, et donc un critère en vert. Associé à ce fort rendement, eh bien, vous voyez que la distribution sur le résultat net, le ratio de distribution, il est plutôt très bon. Il n'est pas parfait, mais il est plutôt bon, puisqu'effectivement, toutes ces années 2017 à 2020, eh bien, nous avons des ratios de distribution qui nous se retrouvent dans notre zone vert clair qui s'étend de 60% à 70%. Et en 2021, nous arrivons même à diminuer pour passer dans la zone en vert, puisque nous sommes en dessous des 60%. Donc il y a beaucoup plus de zones vert clair pour l'instant, donc nous allons mettre du vert clair pour ce critère, mais peut-être qu'avec la tendance qui est plutôt positive pour les années à venir et le fait que ça soit déjà dans la zone verte en 2021, eh bien ça va peut-être encore plus s'améliorer. Dans tous les cas, c'est déjà un bon critère pour terminer en vert clair. La dernière action du jour, il s'agit du groupe M6, cette société qui est connue sous le nom Métropole Télévision également. C'est un groupe de médias français qui est construit autour de la chaîne de télévision M6 qui a été lancée en 1987, le 1er mars exactement. Son actionnaire principal est le groupe luxembourgeois RTL Group, propriété du groupe allemand Bertelsmann. Cette société, elle est principalement présente dans l'audiovisuel, les médias numériques. Ce groupe, il rassemble plusieurs chaînes de télévision généralistes et thématiques, vous les voyez toutes ici. Ensuite, il regroupe des stations de radio, vous les voyez ici, des sociétés de production, des sociétés de distribution de cinéma et de télévision, ainsi qu'une régie publicitaire. Donc déjà des activités bien diversifiées. Il est également présent, ce groupe, sur Internet, avec des sites web d'information et de services, des vidéos en ligne, des sociétés d'informatique.
ça rajoute encore de la diversification. Et le groupe, il s'est aussi diversifié dans l'édition, la production de musique, les spectacles, la vente à distance, ainsi que le sport de 1999 à 2000 avec le Football Club des Girondins de Bordeaux. Tout ça, c'est très diversifié au niveau de tout ça, et vous voyez qu'en 2021, vous avez forcément entendu parler de ça. Dans le cadre de la consolidation du secteur des médias, le groupe Bouygues et Bertelsmann, je vais y arriver, déclare entrer en négociation exclusive en vue d'une fusion de M6 avec la télévision française TF1, une autre action du côté du SBF 120. Donc ce groupe, cette fusion ne fera que grossir cette société si elle se fait. Au niveau de ce groupe, un peu plus en détail, la répartition du chiffre d'affaires, et il se répartit comme suit. L'exploitation des chaînes télé, c'est pour près de 80% de son chiffre d'affaires. Donc on a déjà parlé des différentes chaînes. L'exploitation des stations de radio, là c'est un peu plus de 10%. La production d'émissions et commercialisation des droits audiovisuels, c'est pour 4%. Et autres, avec tout ce que nous avons vu avant, eh bien c'est un peu plus de 5%. Tout cela fait bien sûr de ce groupe un grand groupe avec des activités bien diversifiées et en plus avec la fusion à venir qui pourrait devenir un encore plus grand groupe et encore plus bénéficiaire comme groupe. Tout cela pour dire que nous pouvons mettre sans aucun doute du vert côté business pour ce grand groupe M6. Du côté de, si vous voulez aller voir tous les différents sites du groupe M6, eh bien vous voyez ici, vous avez accès à tout sur leur site internet, bien entendu. La capitalisation boursière pour M6, actuellement, elle s'élève à 2,09 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation boursière du SBF 120, pas de souci pour mettre ce deuxième critère en vert. Le résultat net sur le graphique ci-dessus, eh bien ça se voit à l'œil nu, c'est globalement croissant. Et pourquoi seulement globalement? Eh bien vous voyez que effectivement ça augmente un peu tout le temps, sauf en 2019 où ça rediminue par rapport à l'année précédente qui est 2018. Pour la suite, pour les estimations pour la suite, eh bien là ça va être peut-être ça va probablement aller vers une tendance encore peut-être croissante un petit peu, mais sinon potentiellement beaucoup plus neutre vers du jaune. Après, à voir ce qui va se passer avec la fusion, puisque la fusion pourrait aussi rebattre un peu les cartes des estimations qui sont faites pour l'instant sans cette fusion nécessairement. Mais dans tous les cas, cette tendance globalement haussière ici pourrait quand même aller vers du plus neutre. Mais pour l'instant, nous mettons ce critère en vert clair. Le cours de bourse, eh bien lui, comme les autres vus précédemment, il est en rouge et il est baissier, près de un peu plus de 20% de baisse. C'est donc moins de 5% par an, puisque c'est 20%, un peu plus de 20% sur 5 ans, mais c'est tout de même à la baisse. Par contre, si nous regardons à partir de fin mai, ici, eh bien là vous voyez, nous venons tout juste, vraiment tout juste, de repasser dans une zone en vert. Donc nous sommes haussiers. Du coup, eh bien, ça fait quelque chose d'assez neutre quand même, bon, un peu baissier certes pour l'instant, davantage baissier que haussier, mais on va noter cette tendance, et donc du coup, c'est baissier sur 5 ans, haussier, même si très peu haussier sur 3 ans, quel est un critère que nous allons mettre en jaune. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est affiché ici à 7,46. C'est donc un indice de cherté qui se trouve en dessous de la zone des 10 pour cet indice de cherté, c'est la zone très peu chère et la zone que nous affichons donc en vert. Passons côté dividendes, et vous voyez toute l'évolution des dividendes depuis les années 2000. Nous regardons les 5 dernières années, et vous voyez que ça a plusieurs fois été à 1, ça a un peu augmenté en 2021 pour redescendre en 2022, et comme nous partons de 0,95 euros par action, même si avec l'inflation, on pourrait presque considérer que ce 1 ici va peut-être valoir moins que ce 0,95, nous allons quand même afficher ce critère en vert clair pour une tendance globalement croissante, mais bon, bien sûr, à mettre sous bémol cette tendance globalement croissante, on voit que c'est pas une forte tendance, et c'était déjà le cas avant, c'est presque une tendance neutre, donc c'est un critère qui redeviendra peut-être neutre comme les résultats, si les résultats effectivement suivent les estimations, redeviennent neutres. Pour l'instant, c'est du vert clair.
Le rendement annualisé, il est affiché ici à 6,05%. Comme pour les autres actions dans cette stratégie à fort dividende, c'est donc supérieur à 3%, et c'est donc un critère que nous mettons en vert. Et associé à ce dividende, le ratio de distribution, la distribution sur le résultat net affiché ici. Et là encore, eh bien, il est intéressant ce ratio, puisque vous voyez que la majorité des chiffres, mis à part 2019, se situent dans la zone entre 60% et 70%, même si c'est un peu plus proche de la zone à 70%. Et même cette année un peu au-delà des 70%, eh bien, elle n'est pas très au-delà des 70%, et ça c'est notre zone jaune. Tout le reste, c'est notre zone en vert clair. Du coup, comme c'est très largement dans la zone en vert clair et qu'en plus la seule année où ça n'est pas dans cette zone en vert clair, elle est très proche de cette zone en vert clair, nous finissons avec un critère mis en vert clair. Voici donc le tableau des 3 actions du SBF 120 dans cette stratégie à fort dividende pour aujourd'hui. Tout d'abord, score sur la gauche avec un bilan sur les 5 critères essentiels qui apparaît plutôt positif, puisque seul le cours de bourse est baissier, mais là il est quand même relativement bien baissier sur 5 ans. C'est quand même à noter, mais pour tous les autres critères, ils sont en vert ou en vert clair, et surtout il est à noter que ces résultats qui sont croissants globalement et donc en vert clair, avec les chiffres qui sont indiqués ici, sur les 5 dernières années, les augmentations sur les 5 dernières années du résultat net et du chiffre d'affaires, eh bien, normalement, ce deux-là devrait rester en vert clair, donc il y a peut-être quelque chose à jouer avec un rebond sur cette action à venir au bout d'un moment pour suivre cette tendance des résultats qui s'annonce plutôt prometteuse. Du côté des dividendes, eh bien là, le dividende est élevé, bien entendu, en augmentation globalement, mais par contre, au niveau du ratio de distribution, heureusement que ça tend vers une amélioration, mais par contre, si nous revenons effectivement quelques années en arrière, c'était quand même un petit peu élevé, d'où ce critère en orange, mais comme je vous l'ai dit, ce critère est en amélioration, et donc risque de va tendre probablement vers au moins du jaune à l'avenir, même dès l'année prochaine, et donc du coup ça en fait un dossier positif pour Score à jouer avec cette tendance des résultats si vous le souhaitez. Pour Amundi, eh bien pareil, même topo ici sur les 5 critères essentiels, puisque c'est un dossier qui apparaît positif, puisque seul le cours de bourse apparaît baissier, et là il est même moins baissier, puisque vous voyez, nous nous retrouvons dans la zone orange, donc ça paraît encore plus positif. De la même façon que pour Score, au niveau des résultats, eh bien les résultats annoncés sont plutôt positifs et devraient osciller ici entre zone en vert clair et zone en jaune, donc cela devrait rester quelque chose qui est très sympathique de ce point de vue-là, et donc du coup peut-être que cette tendance en orange, qui est déjà un peu moindre par rapport à celle de Score, devrait s'améliorer. En plus de ça, pour Amundi, eh bien là, nous sommes déjà dans 3 critères côté dividendes qui sont eux aussi en vert ou en vert clair, avec notamment à noter le ratio de distribution qui lui est déjà très bas dans cette zone en vert clair et donc qui est déjà parfaitement maîtrisé et qui semble rester dans cette zone-là pour réinvestir pas mal de bénéfices et ne pas s'endetter, rester dans une bonne situation financière pour la société. Et enfin, nous terminons par M6 sur la droite, M6 Group, où là, eh bien, vous voyez, c'est encore mieux au niveau de cet aspect positif sur les 5 critères essentiels, puisque là aussi, le cours de bourse est le seul critère qui n'apparaît pas en vert ou en vert clair, et il est ici en jaune. Bon, c'est une petite tendance jaune qui est proche du orange, on est proche de la tendance d'Amundi, mais c'est quand même à noter ce revirement un peu de situation avec une tendance qui devient de plus en plus neutre. Au niveau des résultats, pour l'instant, ils sont annoncés un petit peu moins bons que les deux sociétés, Score et Amundi, mais il y a notamment cette fusion avec TF1 à venir et à voir comment tout cela va se restructurer, puisque ça pourra faire une grosse société, et donc un dossier qui peut être très intéressant. En plus de ça, exactement comme pour Amundi, eh bien là, nous avons déjà des critères au niveau des dividendes qui s'affichent tous en vert ou en vert clair, avec à noter un ratio de distribution très proche de celui d'Amundi, où globalement, c'est déjà très bien maîtrisé pour ce groupe, et donc ça va assurer sa santé financière, donc pas de souci sur ce dossier. Je vous laisse donc ici avec ce tableau rempli avec ces 3 actions du SBF 120 pour cette stratégie à fort dividende. Et pour cette 3e partie qui est finie, nous avons vu déjà la moitié des actions sur cette stratégie à fort dividende que je vais vous présenter. Et donc je vous dis, moi, à très bientôt, et on se retrouve très
très vite.